des limites du droit, du corpus de droit existant, de sa portée de ses limites, et peut-être sur les limites de la portée aussi de cette fameuse loi sur le devoir de vigilance des multinationales qui date de l'année, de février 2017. Ça vaut pour le travail des enfants, ça vaut pour le travail forcé qu'on décide. Merci. Bonjour. Oui, mon intervention porte sur la question de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, et plus exactement, finalement, une question que l'on peut se poser: est-ce que la responsabilité sociale des entreprises peut constituer un système pertinent pour assurer la sécurité? Alors, la sécurité aujourd'hui dans les risques modernes, c'est devenu une dimension complexe. Je veux dire que on n'est plus à l'époque où les risques étaient en quelque sorte spécialisés et où les questions de sécurité au travail étaient autonomes par rapport aux questions de sécurité environnementale ou de sécurité sanitaire. L'importance des risques modernes, alors ce que Ancelas appelle le bras long de la technologie. Ancelas, c'est un philosophe qui a réfléchi sur la question de responsabilité, et il dit l'action humaine a le bras court. Il y a quelques dizaines d'années ou quelques siècles, les conséquences et les actes des individus avaient une portée relativement limitée. La technologie, bien entendu, a potentialisé, a considérablement augmenté la portée et donc les éventuels risques et les dangers que recèle l'activité humaine. Et donc aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les risques industriels, on est obligé de traiter en même temps ce qui relève de la sécurité au travail, bien sûr, c'est le premier cercle, mais également ce qui relève de la sécurité des riverains et ce qui relève de la sécurité des consommateurs. Aujourd'hui, les frontières entre ces différents secteurs de la sécurité ont tendance à disparaître, et c'est donc d'une manière de plus en plus globale que ces questions doivent être traitées. Si vous permettez, je vais commencer par... Alors, je n'avais pas noté la règle des 10 minutes, mais j'ai barré considérablement dans mes interventions. Ça va être un peu moins cohérent que ce que je souhaitais, mais je respecterai la règle commune, bien entendu. Je commence par un souvenir personnel, et vous verrez que ce souvenir a une relation étroite avec la question dont nous traitons aujourd'hui. Le procès, je pense le procès AZF, alors pour nos amis européens au sens large du terme, le procès AZF, exactement la catastrophe AZF est intervenue à Toulouse le 21 septembre 2001. Elle a fait quelques dizaines de victimes directes, de personnes qui sont décédées à la suite de l'accident, mais des milliers de victimes blessées ou des victimes à des titres divers. Elle est considérée comme la plus grande des catastrophes industrielles qui soit intervenue en France. Et je la prends comme exemple parce que dans ce dossier, il s'agissait d'une filiale du groupe Total. La filiale s'appelle Grande Paroisse, AZF à l'époque, mais c'est donc la question de la responsabilité du groupe par rapport à l'action des filiales qui était posée. Et le premier jour du procès, on avait contraint le PDG, le président directeur général de Total, Thierry Desmarais, de comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Et je lui avais posé une question précise. J'avais lu la charte de sécurité environnement-qualité. Vous voyez, là on arrive au cœur de ce problème de la responsabilité sociale des entreprises. Donc il y avait une charte de sécurité environnement-qualité qui indiquait Total place en tête de ses priorités la sécurité des activités, la santé des personnes, le respect de l'environnement, ainsi que la satisfaction de ses clients. Tout projet de développement ou lancement de produits n'est engagé qu'après l'examen préalable de ces risques pour la sécurité, la santé et l'environnement, prenant en compte l'ensemble de son cycle de vie. J'arrête là la citation,
chartes santé, sécurité, environnement qui sont censées devoir jouer à l'avenir un rôle important sur les questions de responsabilité. Et j'ai posé la question à M. Desmarais, je lui ai dit, M. Desmarais, considérez-vous que la charte santé environnement de Total vous engage? Il m'a répondu sans aucune ombre d'hésitation, il m'a dit certainement pas, il s'agit d'un texte purement déclaratif qui ne comporte aucun engagement de la part du groupe Total. Alors voilà, c'était le premier jour et la première heure du procès, les choses étaient claires, je pense que bien entendu, la question avait été devancée, je pense que Thierry Desmarais avait discuté avec ses avocats précisément de la question dont il savait qu'elle allait lui être posée à l'ouverture du procès. Mais voilà les raisons pour lesquelles j'examine avec, disons, précaution et méfiance la question de l'effectivité du droit dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Alors, mon examen va être un petit peu négatif, j'en suis désolé. Je suis bien conscient qu'en l'absence d'autres outils, nous sommes bien obligés d'explorer le plus à fond possible les opportunités que peut nous laisser cette question de la responsabilité sociale des entreprises. J'ajoute même qu'il y a quelques pas accomplis par la jurisprudence dans la dernière période qui peuvent nous laisser penser qu'il y a sans doute, comme disait un syndicaliste il n'y a pas très longtemps, du grain à moudre, mais ce n'était pas dans cette maison, mais en tout cas qu'il y a sans doute dans cette direction des pistes importantes à explorer. Et donc je terminerai d'ailleurs sur cette question-là. Mais effectivement, je crois qu'il y a aussi des difficultés et qu'il ne faut pas se les cacher. Alors, traditionnellement, la question de l'effectivité du droit est abordée au travers des deux piliers de la responsabilité. La responsabilité civile, celle qui a pour charge d'indemniser les victimes. Responsabilité pénale, celle qui a pour charge d'établir les fautes qui pourraient avoir été commises par les dirigeants des entreprises et d'assurer ce qu'on appelle la répression, la sanction des erreurs commises. C'est au regard de ces deux questions que je voudrais examiner la responsabilité des entreprises, parce que le constat que l'on fait à l'heure actuelle, c'est que la responsabilité sociale des entreprises, ou en tout cas la promotion de cette responsabilité sociale, s'accompagne d'une dépénalisation du droit social. Donc les deux piliers existent toujours, mais l'un des deux est affaibli, c'est le pilier de la répression pénale. Alors je sais que le droit pénal n'a pas bonne presse, il est considéré comme un droit archaïque, brutal, et que des discours sont actuellement mis en place pour expliquer qu'on pourrait très bien se passer de la brutalité et de l'archaïsme du droit pénal pour en venir à un droit plus souple dont la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, fait partie. C'est cette question que je voudrais envisager parce qu'en réalité, cette question des deux piliers de la responsabilité est un débat qui court depuis la naissance du droit social. Je ne veux pas prendre trop de temps sur les dimensions historiques, mais pour nos amis européens, donc, je suis désolé, je prends l'exemple du droit français, mais je suis sûr qu'on pourrait décliner à peu près la même évolution dans les autres pays européens. La naissance du droit de la sécurité au travail, c'est la loi du 22, 23, 24 juin 1893 sur les machines dangereuses et sur les poussières industrielles. On a évoqué l'amiante, mais déjà la préoccupation existait en 1893. Et puis une deuxième loi qui intervient. Alors, cette loi de 1893, c'est à la fois une loi sur la prévention des risques professionnels, mais également sur la répression. Elle prévoit des sanctions pénales, en tout cas les décrets d'application prévoiront des sanctions. Et puis la deuxième loi, c'est 1898, 9 avril 1898, c'est la loi sur les accidents du travail, qui est un monument, parfois contestable d'ailleurs, mais qui est une étape importante dans le droit social.
à partir de 2002, donc de l'affaire de l'amiante, on va savoir que, encore qu'aujourd'hui tout ça est un peu remis en cause, mais on va définir l'obligation de sécurité de l'employeur comme une obligation de résultat. Et bien Pierre Santos, dans un article qu'il va faire paraître dans la revue juridique qui s'appelle La Semaine juridique, écrira, tirant les leçons de l'affaire de l'amiante, il écrira finalement la loi de 1898 sur l'indemnisation des victimes a tué la loi sur la prévention. Il fait ce constat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a instauré un système très défavorable à une indemnisation à demi-tarif, mais à partir du moment où on a instauré un système d'indemnisation des victimes, alors les questions concernant la prévention des risques et la répression des sanctions pour non-respect des règles de prévention se sont considérablement affaiblies. Et très curieusement, ce débat, je disais, court depuis la naissance du droit social, puisque, alors, un député, nos amis européens, donc membre du Parti ouvrier à l'époque, Jules Guel, dont le nom dit beaucoup aux participants français à ce colloque, eh bien, Jules Guel montera à la tribune de l'Assemblée nationale en 1898, au moment des débats sur la loi sur l'accident du travail, en indiquant « Votre loi va provoquer une boucherie ouvrière ». Ce sont les termes qu'il emploie, c'est des termes d'une extrême violence, mais il met en garde à l'époque contre l'affaiblissement de la prévention au profit de l'indemnisation. Je pense que cette situation de l'époque peut avoir des échos aujourd'hui dans l'évolution du droit à la sécurité, marquée encore une fois par une tendance à la dépénalisation, à l'assouplissement des règles, au profit peut-être, mais encore que ce n'est pas sûr, d'une augmentation du périmètre de l'indemnisation des victimes. En gros, finalement, alors je vais continuer la provocation de Julien, mais la boucherie a eu lieu. Quand il dit vous allez provoquer, en 1890, vous allez provoquer une boucherie ouvrière, moi je prends les exemples des catastrophes sanitaires les plus, en droit social, les plus connues, et sans doute les plus massives. La silicose des mineurs. On considère qu'entre 1945 et la fin de l'exploitation des mines dans les années 90, je ne dis pas de bêtises, à la fin des années 90, c'est à peu près 100 000 morts en France, conséquence de la silicose, qui était un risque connu, qui aurait pu être évité, en tout cas qui aurait pu être limité. L'amiante, les chiffres pour la période, c'est à partir des prévisions 1995-2025, on sera au-dessus. 1995-2025, 100 000 morts en France. 100 000 morts pour la silicose, 100 000 morts pour l'amiante. Et je ne cite là que des catastrophes industrielles qui étaient prévisibles et que l'on aurait pu éviter. Donc on voit bien que ce débat est en réalité un débat pertinent. En réalité, ce que nous disent les représentants du MEDEF sur la question de la sécurité, c'est que, encore une fois, il faut dépénaliser parce que le droit pénal est un droit ancien, archaïque, qui n'a plus d'efficacité. Et que le marché de la compensation pourrait réguler le risque industriel. En gros, on nous dit, mais si vous indemnisez correctement les victimes, alors vous allez inciter les industriels à investir dans la sécurité et vous allez donc, à partir de là, supprimer ou supprimer considérablement le risque. Or, c'est un calcul dont il a été démontré qu'il est faux. Des avocats américains étaient venus invités par la Cour de cassation il y a quelques années pour expliquer de quelle manière les industriels américains, dans l'affaire de l'amiante, avaient calculé quelles seraient les conséquences de la continuation de l'exploitation de l'amiante, compte tenu de l'indemnisation des victimes. On a donc calculé combien allait coûter l'indemnisation des victimes et parallèlement quels bénéfices on pourrait tirer de l'exploitation industrielle de l'amiante maintenue. Eh bien, il s'est avéré que les bénéfices étaient beaucoup plus importants que le coût de l'indemnisation. On a donc continué. Et on a continué sciemment à exposer les gens à un risque mortel avec des conséquences catastrophiques. Donc, il est faux de prétendre que le marché de la... Parce que finalement, il s'agit de confier au
soin de réguler, une fois, je dirais, la main invisible du marché, régulerait le risque industriel comme elle régulerait le reste de l'économie, voire de la société. Eh bien, en tout cas, au moins dans ce domaine-là, ce calcul n'est pas un calcul exact. Je voudrais citer un grand professeur de droit, professeur au Collège de France, Mme Mireille Delmas-Marty, qui disait finalement, sur ces questions de sécurité, le droit pénal a une double fonction. Et je suis attaché à ce que le droit pénal ne disparaisse pas de l'horizon de la sécurité au travail, sécurité environnementale. Le droit pénal a une double fonction. Il a une fonction expressive, une fonction répressive, ça tout le monde comprend. Mais il a également une fonction expressive. Le droit pénal a la fonction d'exprimer les interdits majeurs qui structurent une société. Il a en quelque sorte une fonction anthropologique. Et notre grande crainte dans l'affaire de l'amiante, qui a été effectivement, sur le plan de l'indemnisation des victimes, un succès total. On l'indemnise aujourd'hui en France à peu près correctement la totalité des victimes de l'amiante. Mais sur le plan pénal, alors que la preuve de la connaissance par les industriels, et cette démonstration a été faite en Italie dans les mêmes termes il n'y a pas très longtemps à Turin, mais la preuve de la connaissance par les industriels du risque auquel ils exposaient les salariés est aujourd'hui absolument avérée, eh bien, le parquet de Paris est en train de requérir un non-lieu général pour tous les industriels et les décideurs publics qui ont accepté finalement que la catastrophe ait lieu. Donc, c'est un enjeu en quelque sorte anthropologique. Le droit pénal, au niveau symbolique, moi je ne souhaite pas qu'on mette les gens en prison, le problème de la répression n'est pas celui-là. Le problème de la répression est un enjeu symbolique majeur. Et donc à partir de là, si on nous dit, si on ne parvient pas à faire condamner des gens qui, en parfaite connaissance de cause, ont exposé à un risque mortel des dizaines de milliers de travailleurs et de riverains également, et d'utilisateurs, eh bien, on s'expose tout simplement à ce qui est arrivé là se reproduise. Et je pense que la dimension pénale, qui est une dimension symbolique, est une dimension importante. Mireille Delmas-Marty, je change un petit peu de sujet, mais je prends toujours le même auteur. Elle a indiqué sur la question de la sous-traitance, au sein des multinationales, la privatisation des normes conduit à l'absence de véritable contrôle juridictionnel. Et donc c'est un point également qui doit nous alerter. Je ne suis pas un ennemi absolu de la soft law, mais il faut bien prendre garde au fait que, sur le plan de l'effectivité du droit, je dirais les recettes traditionnelles ont de l'efficacité qu'il ne faut pas envisager comme cela, de les éliminer aussi facilement. Je fais une citation de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche en sécurité, qui est l'organisme de veille sanitaire très important en droit social, qui indique que le système de contrôle qualité offrira une traçabilité de la faute vers le sous-traitant et donc vers le salarié. Et l'INRS ajoute, le droit commercial retrouve son emprise au sein d'une relation de travail. Je fais des citations rapides, il faudrait faire des citations plus longues pour que ce soit plus compréhensible. Mais le reporting présente ce danger-là. C'est que la substitution d'une obligation de sécurité de résultat par une obligation purement procédurale, qui est celle de faire des rapports sur les conditions de sécurité, ne présente pas toutes les garanties, je dirais, pour l'effectivité de la sécurité au travail. Dernier point, je ne sais plus où j'en suis, mais voilà, c'est un résumé de l'intervention que je voulais faire. Je voudrais conclure encore sur le groupe Total, mais pas sur l'affaire AZF, sur une autre affaire qui est extrêmement intéressante, c'est l'affaire de l'Erika. L'Erika est un navire donc, qui transportait des hydrocarbures pour le compte de Total, qui a fait naufrage et qui a créé une pollution maritime absolument épouvantable, avec des dégâts considérables. Donc, c'est une affaire qui, sur le plan médiatique et même sur le plan européen, a eu un grand retentissement. Alors, vous savez, le problème de la pollution par les hydrocarbures, et lorsque les navires
qui sont transportés par les navires, c'est que les navires ne sont jamais la propriété de celui, bien entendu, qui a affrété le navire et qui est le propriétaire de la cargaison. Le propriétaire des hydrocarbures, en l'occurrence Total, n'est pas le propriétaire du navire. Il y a même le transport maritime a même développé un processus de déresponsabilisation chimiquement pur. C'est la théorie des single ship company. Vous prenez la compagnie de transport est constituée par un seul navire. Quand le navire coule et crée une pollution et des dégâts considérables, la compagnie coule en même temps. Et donc la responsabilité disparaît avec le navire. Et donc c'est un phénomène d'autodissolution de la responsabilité qui est de redoutable efficacité. Donc dans l'affaire de l'Erika, Total est mis en cause en disant mais vous êtes propriétaire de la cargaison, vous deviez vérifier. Et il se trouve qu'à la suite d'une catastrophe précédente, qui est celle de l'Exxon Valdez, également un problème de droit maritime, Total et l'ensemble des sociétés qui avaient été interpellées par la catastrophe avaient décidé de mettre en place un système de contrôle des navires qu'ils utilisaient que l'on appelle le VETI. Et donc, à l'occasion de l'affaire de l'Erika, on s'est aperçu que Total, qui n'avait a priori aucune responsabilité juridiquement dans ce qui était arrivé, avait exercé un contrôle au travers de cette procédure de VETI. Mais c'est un contrôle volontaire, il n'avait aucune obligation de le faire. Et donc Total disait, mais moi je fais plus que ce que je ne devrais faire, puisque je n'ai pas d'obligation. Et le tribunal correctionnel de Paris, suivi par la Cour d'appel, suivi par un arrêt remarquable de la Cour de cassation, a dit, attention, vous avez exercé un contrôle, certes personne ne vous le demandait, mais à partir du moment où vous avez exercé un contrôle sur le navire qui transportait vos hydrocarbures, alors vous êtes responsable de ce qui est arrivé. Et c'est un arrêt extrêmement audacieux qui a dit finalement le contrôle est considéré comme le signe du pouvoir. Et celui qui est responsable, il me semble que c'est une des règles de la responsabilité dont on pourrait trouver des traces dans le droit romain, là où le droit romain disait là où est le pouvoir, là est la responsabilité. Et donc là, la Cour de cassation retrouve finalement ce type de raisonnement en indiquant, dans la mesure où vous avez éprouvé le besoin de contrôler, et donc vous saviez l'état dans lequel se trouvait le navire qui allait transporter vos hydrocarbures, alors vous devez être tenu responsable de la cargaison et de ce qu'est devenue la cargaison. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis extrêmement méfiant par rapport au processus juridique actuellement en cours, mais